j'ai pas besoin de faire les séances les plus dures. Moi, ce que je veux, c'est les résultats. Et ça passe parfois par passer du temps dans des zones faibles, des zones moyennes. Et parfois, si vous effectuez un exercice à haute intensité, très dur musculairement, comme peut être le CrossFit, et que vous passez très peu de temps à haute consommation d'oxygène, eh bien, peut-être qu'une personne qui fait un exercice moins intense et qui va durer plus longtemps, il va être plus performant que vous, avec des ressentis d'entraînement moindres. Et je pense qu'au final, c'est le plus important. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Loïc, bienvenue dans le podcast, comment tu vas? Très bien, et toi? Très, très bien. Ça va très bien, je te remercie. Un plaisir de te recevoir à nouveau, ça fait un petit moment. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît, nous dire un petit peu ce que tu fais? La dernière fois qu'on s'était vu, c'était le matin de match qu'on avait perdu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de match. Donc déjà, ça, c'est bien. Donc je m'appelle Loïc Louit. Je suis actuellement responsable de la performance à l'Aviron Bayonnais en rugby en top 14. Professionnellement, avant, j'étais sur le même type de boulot à Aix-en-Provence. Avant Aix-en-Provence, j'ai travaillé au rugby à 13 au Dragon Catalan. C'est Fred Marcero qui m'avait fait venir. Avant, j'ai fait une année à l'USAP, puis avant ça, 2 ans à Auch en Pro D2 en rugby. Et avant, dans les clubs de fédéral, parce qu'il faut bien commencer et progresser un petit peu. Et au niveau scolaire, je vais partir dans le bon ordre. J'ai fait une licence STAPS pour être pro de sport. J'ai dérivé sur prépa physique. J'ai une licence en transportif. J'ai fait un diplôme universitaire de préparation physique à la faculté de Bordeaux, puis un master 2 à Toulouse. Et comme j'aime plus l'école maintenant qu'au début, je suis inscrit en thèse à la faculté de Toulon, une thèse sur les exercices intermittents, une thèse qui met pas mal de temps parce que je travaille à côté, mais je suis toujours en train d'y travailler dessus, bien entendu, et je mènerai jusqu'à la fin de ce type de projet. Super, merci pour ce petit survol de ta carrière. Donc ça fait combien d'années que tu es dans le rugby, en tout et pour tout? Voilà, en pro, ça fait plus de 10 ans, et en tout, si je compte les années fédérales, ça fait 15 ans, je Euh, pense. pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien le rugby, tu peux nous donner un petit survol des différences majeures en termes de demande et de performance entre le 13 et le 15, entre le rugby à 13 et le rugby à 15. Je vais faire attention, je vais pas me faire que des copains, hein, parce que c'est la guerre entre les deux. Non, déjà, tous les sports collectifs sont des natures intermittentes, c'est-à-dire que c'est des actions explosives, actions explosives, pardon, courtes, entrecoupées de repos passif ou à intensité moyenne. Donc, on a une grosse action, un repos un peu, une grosse action. La différence entre le 13 et le 15, c'est le temps de jeu effectif du 13 est plus continu. Donc, il y a beaucoup moins de coupures de jeu. Et deux, le 15 possède en son rang des actions très spécifiques comme la mêlée, qui est présente au 13 mais pas jouée la plupart du temps. À 15, c'est une phase assez importante. Ça implique un petit peu le gabarit de certains joueurs que vous avez et il y a pas mal de phases statiques qui sont les groupés pénétrants euh, que le 13 n'a pas. Le 13 a un jeu qui est un peu plus dynamique avec moins de phases statiques, plus de temps de jeu effectif. Et le 15 a cette particularité d'avoir des phases de combat collectif un peu plus présentes. Maintenant, si on parle de préparation physique pour ces deux disciplines, comment est-ce que tu aborderais chacune d'elles et quelles seraient les différences majeures entre les deux? Mais à la base, la philosophie va être un petit peu la même. Euh, Ce qui va un petit peu changer, c'est dans chaque préparation physique, on entraîne les qualités physiques, oui. Donc là, le 13 et le 15, on va se retrouver les mêmes choses, à savoir être explosif, être puissant et avoir la capacité de répéter ses efforts tout au long d'une partie. La différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que les profils du joueur 13 sont plus proches entre eux sur une même équipe. Il y a moins de disparité que dans une équipe à 15, de 1. De 2, on va tenter d'entraîner, je pense, les joueurs de 13 avec un peu plus de jeu spécifique, de manière à pouvoir soutenir le temps de jeu effectif qui est un peu plus long. Mais globalement, il y a énormément de similitudes. Je dirais que les cervicales à 15, à un moment donné, on était peut-être un peu plus dessus, mais je pense que c'est pas vrai aujourd'hui.
Mm. puisque les cervicales, elles servent énormément pour prévenir des chocs au niveau de la tête. Et le 13, quand même, est un sport avec un- un nombre de chocs très important par match. Donc, je dirais qu'il y a des différences qui sont dues à la capacité à encaisser un match, mais globalement, beaucoup de similitudes. Et un exemple assez simple, on pourrait dire qu'un joueur de 13 doit avoir une capacité à courir plus euh, pour réaliser un match, ce qui est vrai. Mais par contre, les phénomènes physiologiques pour répéter les efforts, ça utilise fortement le système aérobie. Donc, on va devoir entraîner fortement le système aérobie pour permettre aux joueurs du 15 de pouvoir répéter ces efforts. Donc, en gros, malgré le fait que le temps de jeu effectif du joueur de 13 est plus important, euh, le joueur de 15 est soumis au même type de méthode et au même type d'entraînement. Tu parles du temps de jeu effectif. Est-ce qu'on voit une différence significative ou notable en termes de kilométrage? Si on prend par exemple un centre en 15 et un joueur de 13, vu que tu as dit qu'en 13, on a un petit peu plus de similarité entre les différents postes qu'en 15, est-ce qu'on voit des différences de distance parcourue qui sont largement différentes ou pas? On va en avoir, mais surtout au 13, je trouve qu'on va avoir des distances qui sont plus homogènes en fait. Hmm. Et, euh, et après, le 15 est un peu biaisé dans les efforts, puisque un pilier droit qui réalise 9 mêlées dans un match, peut-être qu'il va avoir une distribution de ses distances de course qui est différente, mais par contre, le type d'effort et la charge externe elle-même va être élevée. Hmm. Donc, honnêtement, moi, j'aime bien les deux. Je préfère un petit peu le 15 parce que c'est un peu plus ma culture, mais j'ai adoré travailler dans le 13. Euh, J'aime pas trop qu'on les compare, en fait, Hmm. parce que je pense que c'est pas du tout les mêmes sports. C'est comme si on voulait comparer le rugby à 7 et le rugby à 15. Mhm. On aurait des pics d'activité bien différents, et même des qualités à adapter. Et je pense que si on essaie de comparer, je pense qu'on est dans l'erreur. Hmm. C'est deux rugby différents, avec des codes différents, avec des athlètes parfois similaires, qui pour moi ont beaucoup de joueurs que j'ai eu à 13, je pense, ont les qualités pour jouer à 15. Physiquement, oui, et techniquement, oui. Mais j'ai aussi beaucoup de joueurs à 15 qui ont les qualités de jouer à 13 de la même manière, qui auraient des adaptations spécifiques sur les rucks, sur des replacements. Il y a bien sûr des choses, mais très honnêtement, des athlètes similaires pour des rugby différents. Ouais, ma prochaine question, ça allait être ça, c'est comment décider quel sport aborder, hein, et j'imagine il y a un aspect culturel important parce qu'on voit certaines régions où le 13 est très développé, d'autres où ça allait beaucoup moins. Par exemple, bah, alors ici en Suisse, c'est une petite culture du rugby, mais forcément, on est sur le 15, on est sur le 7, on a très peu, voire pas du tout de 13, mais tu vas, par exemple, dans l'hémisphère sud, en Australie et dans ces pays-là où tu vois le 13 qui est, dans certaines régions, qui est même dominant par rapport au 15. Donc j'imagine qu'il y a quand même cet aspect culturel aussi. Et quel est le club qui est à côté de toi? Et ça va peut-être influencer grandement dans laquelle des deux disciplines tu vas te diriger. Ouais, je pense qu'il y a fortement ça. Autour de Bayonne, du 13, j'en ai même pas entendu parler. Hmm. Là, aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis à côté d'Albi. Et là, à côté d'Albi, il y a beaucoup de clubs. Euh, j'ai pas mal habité à Perpignan, notamment en l'USAP et au Dragon. Et là, il y en a partout. C'est sûr que, je vais dire, pour le 13, malheureusement, le développement du 13 en France est très limité en termes de nombre de licenciés. Des vrais clubs de haut niveau à 13, je pense qu'aujourd'hui, il y en a deux. Il y a les Dragons, Perpignan, qui sont vraiment un club de haut niveau. Toulouse, qui fait un peu le yo-yo, mais qui a vraiment des structures, des conditions de joueurs professionnels. Hmm. Et c'est sûr que j'espère pour eux que dans le futur, ils arriveront à développer leur sport qui mérite d'être développé pour arriver à avoir un réservoir de joueurs suffisant et des moyens suffisants pour leur permettre d'avoir un championnat un peu plus professionnel. Parce que quand même, ce qu'il faut noter, le rugby à 15 a plus de moyens, donc il est plus professionnel à tous les niveaux. Mais du coup, le rugby à 13, pour faire fonctionner le championnat de première division, ça fait appel à un nombre de vrais passionnés, Hmm. des personnes qui prennent beaucoup de leur temps. Je pense à ces dirigeants, même ces entraîneurs, même les joueurs qui n'ont pas les revenus liés au type d'entraînement qu'ils doivent effectuer pour être au niveau de l'activité où ils sont. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment des passionnés, quoi. Parce que si cette passion n'était pas dans ces personnes, je pense que le 13 sera encore en plus grande difficulté.
Et je parle de ces niveaux-là, mais aussi même si je prends le rugby à Perpignan, le président des Dragons catalans, M. Gouache, à lui tout seul, moi, ce que j'ai senti quand j'y étais pendant un an et demi, il porte réellement le rugby à 13 en France sur une grande partie de ses épaules. Mhm. Euh, la passion que M. Gouache a pour le 13 est vraiment impressionnante quand on compare tous les autres sports professionnels qu'on a autour. Donc, c'est vraiment, les Dragons sont vraiment un moteur pour le rugby à 13 en France et porté par un président qui est au niveau de la passion qui est à 120%. On va parler un petit peu de ça tout à l'heure. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Quand tu parles de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un club de haut niveau, une structure de haut niveau? Comment est-ce que ça se différencie d'un club ou d'une structure ou une infrastructure qui serait voilà, de moins haut niveau? Conceptuellement, comment est-ce que tu vois les choses? Le haut niveau, pour moi, il est très difficile. Euh, Souvent, j'essaie toujours de réfléchir et de me repérer par rapport à des sports où, où les petites différences font des gros écarts. Euh, Souvent, je trouve que les sports d'endurance ou d'athlétisme sont vraiment des sports où les moyens, des fois, mis en place ne sont pas élevés, mais, mais le niveau d'entraînement, le niveau d'engagement, il est de haut niveau. Euh, le haut niveau, pour moi, c'est le fait d'aligner plusieurs cases, structure d'entraînement, capacité à s'entraîner, avoir un staff compétent. Donc, en fait, c'est plusieurs items qu'on va arriver à cocher et qui vont faire que notre structure, elle va monter de haut niveau. Donc, pour les clubs de sport collectif, ben, ça va être avoir la possibilité d'entraîner les joueurs, premier, avoir des structures qui permettent d'entraîner les joueurs, avoir un staff assez conséquent qui cumule toutes les différentes strates, les différents jobs pour pouvoir les encadrer. Donc, c'est les entraîneurs, c'est les préparateurs physiques, c'est les kinés, c'est les docteurs, préparateurs mentaux, nutritionnistes. Donc, il faut arriver à avoir un ensemble de personnes dans le staff qui soient spécialisées dans leur fonction pour permettre de pousser un peu plus haut le curseur. Et tout ça, ça rejoint mon idée que euh, aujourd'hui, le sport collectif en France, et moi je me mets dedans, on est professionnel, on a des moyens. Je suis, c'est du haut niveau si on veut, mais on n'est pas, on n'est pas à la limite. On est loin de la limite. Quand je vois le cyclisme, quand je vois les sports d'endurance, je vois des contenus d'entraînement fortement individualisés, euh, très précis. Euh, et là, je pense que eux, ils sont au fur et à mesure, ils arrivent à un plateau et enfin, je pense qu'il y a de la enfin, eux, ils nous diront qu'ils ont de la progression à faire, mais si on observe la manière dont ils entraînent leurs athlètes, on est sur un niveau d'expertise plus élevé pour la précision des contenus d'entraînement. Hmm. Et je pense que nous, on a une marge plus élevée. Mais par contre, nous, sur le socle, on a les moyens, les structures, les personnes pour exister dans un sport professionnel de haut niveau. Si, si tu devenais responsable de la performance pour, disons, un club de Fédéral 3 à Fédéral 2, avec donc moins de moyens, moins d'infrastructures, moins de staff que ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais en place pour tendre vers ce haut niveau, justement, malgré le manque de moyens relatifs hein, par rapport à où tu opères aujourd'hui en top 14? Ben, déjà, il faut faire attention, je pense, avec les termes d'entraîneur, les termes de préparateur physique. Là, pour moi, je suis responsable de la performance à Bayonne parce que je m'occupe de la préparation physique. On a un volet recherche qui est un petit peu qui a commencé à se développer depuis peu de temps. Et je fais partie avec les docteurs de l'encadrement de la ratétisation. Donc, j'encadre un peu plus que ma partie. Et en plus, je suis sur l'IEV, le centre de formation, pour participer avec eux à leur méthodologie. Donc, mais si je redescends de niveau, ben, le premier risque, c'est que je me retrouve tout seul. Donc, moi, j'ai été tout seul en pro. Si on veut, j'étais responsable. J'étais tout seul, donc j'étais forcément d'accord. Et c'est vrai que je croise pas mal de CV où je vois des responsables de performance de Fédéral 3. Je pense qu'en Fédéral 3, on est préparateur physique. Comme Mhm. j'étais préparateur physique dans un niveau où j'étais tout seul. Et je n'avais pas la possibilité de développer d'autres secteurs autour du mien.
Et donc, tout ce qui est projet club, tout ce type de choses, c'était quand même très, très difficile à faire, de par les moyens qui étaient limités, mais ce n'était pas une non-volonté des dirigeants, c'est que les moyens étaient trop limités. Euh, je pense que si je redescendais en fédéral, je pense qu'il faut optimiser l'infrastructure. Par exemple, si on ne peut pas avoir de salle de musculation, je pense que j'essaierai d'avoir un endroit avec des élastiques, avec des programmes pour les cervicales que les joueurs peuvent faire en arrivant au stade. J'essaierai d'avoir un petit local avec le maximum de matériel par rapport à l'espace pour écrire des séances qui seraient même courtes de 20-25 minutes que les joueurs peuvent faire en arrivant, voire que les joueurs peuvent faire après l'entraînement. J'essaierai de toujours avoir ma case renforcement musculaire avec une croix, mais qui serait peut-être adaptée au niveau. J'essaierai de renforcer les muscles accidentogènes, donc les cervicales peut-être avant, après, peut-être à la fin d'entraînement, ben, je ferai avant de partir pour tout le monde des ischio-jambiers. Tu vois, j'essaierai de reprendre les items qui font un peu la préparation dans mon équipe actuelle, de les aborder avec euh, une équipe avec des moyens plus limités, mais quand même de les aborder. La charge d'entraînement se ferait certainement uniquement avec du RPE, euh, euh, via des questionnaires qu'on enverrait peut-être par WhatsApp, parce que les gens peuvent peut-être pas rester pour remplir. Mais je pense qu'on peut tout aborder. Il faut, je pense, un petit peu le dégrader parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, mais il ne faut pas les négliger. Euh, Parce qu'au final, le succès, je pense, d'un programme d'entraînement d'une équipe, c'est répéter régulièrement des choses simples et pouvoir les répéter toute une année. Et le mot toute une année, c'est celui-là le plus difficile, en fait. Ça me rappelle quelque chose que j'avais mis en place ici à Nyon quand j'étais préparateur physique avec le club amateur, qui est l'équivalent, on va dire, pour la comparaison de niveau, de la première ligue suisse. C'est à peu près la Fédérale 3 dans les grands jours de championnat, les demi-finales, les finales. On est à peu près dans ces eaux-là. Et je me rappelle, j'avais mis en place, une fois que j'avais repris le groupe, juste des exercices de pied, des gammes athlétiques, des choses très très simples en début d'échauffement. Et j'avais repris le club en termes de prépa physique pendant l'été. Et je me rappelle en janvier, le coach des avants était venu me voir. Il m'a dit: Wow, Sean, qu'est-ce que tu as fait là pendant l'hiver? Parce que les gars, ils sont super explosifs, ils sont dynamiques sur leurs pieds et tout. J'ai dit: Eh ben, ça fait 6 mois qu'on fait 2, 3 fois par semaine des gammes athlétiques et des exercices de saut, de pied. Donc, comme tu l'as dit, la régularité, ça reste le fer de lance pour la progression. Et surtout sur ces différents axes, comme tu as dit, accidentogènes. Tu as parlé des cervicales déjà plusieurs fois depuis le début de l'échange. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est assez travaillé dans le rugby en général, que ce soit à haut niveau ou à des niveaux un petit peu plus bas? Je pense que maintenant, oui, tous les clubs font des cervicales. Euh, il y a une dizaine d'années, c'était plus difficile. On le voit parce que c'était plus difficile il y a une dizaine d'années de le proposer aux joueurs. Il y a 10 ans, les cervicales, c'était souvent, je reprends l'exemple des élastiques, mais qui est pas approprié en pro, c'était des élastiques. On faisait 4 séries de 20 secondes élastiques, on avait fait le boulot. Pour un club amateur, je pense que c'est un bon début parce que c'est une matériel qui n'est pas cher. Pour un club professionnel, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une autre approche. Je pense qu'il faut évaluer. Hmm. Et derrière, il faut proposer des contenus avec à l'intérieur des charges qu'on peut vérifier. Donc, soit de la poulie, soit des poids qu'on va suspendre pour permettre d'avoir une progression. Euh, et c'est sûr que quand on voit euh, en top 14, même en Pro D2, l'intensité des chocs qu'on peut rencontrer, je pense que c'est primordial d'avoir des cervicales solides sur les joueurs qu'on entraîne. On a parlé de structure d'entraînement aussi, un des paramètres du haut niveau, ce que vous proposez en termes de structure. Comment est-ce que tu adapterais cette structure, encore une fois, si on revient dans notre contexte de Fédéral 2, Fédéral 3, en sachant qu'on aura certainement moins de temps pour s'entraîner. On a peut-être quelques séances par semaine plutôt que d'avoir tous les jours pour faire du travail, peut-être même du bi-quotidien selon les cas. Donc, comment est-ce que tu adapterais la structure d'entraînement? Quels éléments tu garderais dans les entraînements en termes de préparation physique? Si maintenant on sort de la salle, on t'a parlé un petit peu de la musculation, du renforcement spécifique. Si on va sur le terrain, qu'est-ce que tu mettrais en place en termes de prépa physique à ce niveau-là? Alors, je parlais des structures plutôt de l'installation, mais Mm. je vais parler plutôt de la structuration en semaine d'entraînement. Je pense que c'est là où tu vas en venir. Le, ben, je pense que la différence, surtout quand j'étais moi en niveau fédéral, déjà, j'étais beaucoup plus proche de mes joueurs.
beaucoup plus actif avec eux, courir avec eux, pas mal d'exercices étaient plus réalisés sous forme jouée. Mm. Euh, que ce que je peux proposer maintenant, mais en sachant que j'ai la chance d'avoir un staff de préparateurs physiques très fourni, parce qu'on est 5 en tout. Mm. Tu vois, je vais même les citer quand même, hein. Il y a Arnaud Barachar qui est sur tout ce qui est individuel, il y a Vincent Guénin qui est sur la rététisation, il y a Benjamin Arquier qui est sur la musculation, j'ai Virgile Merlin qui est sur le, les data et qui vient de démarrer une thèse. Euh, et donc, ce rôle un peu plus réparti au sein de mes adjoints, mais quand j'étais plus solo, mais je devais cumuler un peu tous les rôles, y compris les formes jouées, qu'aujourd'hui je fais quasiment pas, moi. Euh, je pense que la différence, en fait, c'est que le temps d'activité d'une équipe amateur, il est plus faible. Donc, je pense que j'essaierai d'avoir le maximum d'exercices rugby à l'intérieur de mes séances. Ça m'imposerait de travailler avec les coachs, beaucoup, sur la durée des séquences, sur le repos entre les séquences, sur les objectifs rugby à l'intérieur des séquences. Euh, je te fais un exemple rapide. Si tu veux obtenir du sprint sur des exercices de sortie de camp, mais peut-être qu'il faut tenter d'avoir un objectif de la personne qui va se débarrasser du ballon doit doubler les personnes devant. Donc, si tu mets un objectif comme ça, forcément, cet objectif rugby peut t'amener l'intensité, en fait. Et, euh, Et ce qui est sûr, c'est qu'à un niveau amateur, j'essaierai le plus possible d'avoir des formes intégrées, des formes jouées. Euh, En pro, on a pas mal de décomposition de la semaine avec une intégration horizontale avec des qualités physiques marquées par journée d'entraînement. Si j'avais que 2 journées d'entraînement par semaine, nous, on a en gros une journée modérée, une journée avec de la densité, des efforts par minute, plus d'efforts, et une journée avec plus d'intensité et plus spécifique au match. Donc, c'est nos 3 jours. Et je pense qu'en amateur, mes journées seraient peut-être un peu plus similaires, plus axées sur la densité. Pourquoi? Parce qu'avec 2 journées d'entraînement et un match, peut-être qu'avoir 2 journées de densité, ça serait certainement plus efficace pour conditionner les joueurs. Mm. Euh, mais encore une fois, il faudrait que je me retrouve dans le contexte, hein. Je veux pas, j'ai pas envie de donner des leçons à des gens qui y sont tous les jours et certainement avec des idées plus appropriées parce qu'ils y sont. Mais je pense que je tendrai vers ce genre de solution, je pense. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, le fait de travailler de manière plus rapprochée avec le staff sportif, avec les coachs, de manière à intégrer un maximum de la préparation physique. Est-ce que tu penses que c'est une bonne règle générale de se dire que euh, plus le niveau devient haut et plus on a de temps et donc plus on peut se permettre de dissocier les choses? Euh, je suis attaqué par J'ai un frelon, j'ai un un frelon qui frelon qui vient m'attaque. t'attaquer, Ça, c'est le direct, ça. l'attaque en Les, direct. ouais, si je me fais piquer en direct, je vais me rigoler. Je t'ai coupé dans ta question. Sur une approche plus intégrée, je pense qu'il faut le faire. C'est très difficile. Nous, à Bayonne, on a une préparation qui est très proche de la préparation tactique. Mm. Alors ça, c'est un grand mot qu'on utilise tous, mais en gros, nos exercices sont quasiment tout le temps liés à notre modèle de jeu. Donc, Mm. c'est pas uniquement de faire de l'activité rugby, c'est lié à notre modèle de jeu. Donc, on va faire de l'intensité sur des sorties de camp avec l'organisation de notre modèle de jeu. On va faire de la densité avec des lancements de jeu répétés à partir de touches. Donc, pour la préparation tactique, c'est appliquer le maximum d'exercices issus d'un modèle de jeu. Mm. Euh, Mettre une approche intégrée ou tactique, c'est difficile parce que ça demande, surtout pour les entraîneurs, c'est très difficile. Ça demande aux entraîneurs d'avoir une vision très claire du jeu qu'ils veulent produire, d'être capable de cibler les exercices qui peuvent s'intégrer dans un exercice intense ou dans un exercice dense, voire dans un exercice modéré. Parce que parfois, on fait un exercice modéré qui va être plus du learning, du replacement, plus un peu de la mise en place. Et parfois, on s'emporte un peu parce que le learning, en fait, ça devient un exercice de sortie de camp. Et qui dit sortie de camp dit coup de pied et sprint. Et donc, votre exercice modéré va se retrouver avec des distances de sprint. Et c'est pas évident pour les coachs de se brider, en fait. Donc, je pense que la première grande difficulté pour les entraîneurs, c'est d'avoir un puzzle très clair de leur modèle de jeu, d'avoir une connexion avec leur préparateur physique qui vont leur permettre, hein, le prépa physique, en fait, il va juste
tenter de placer les exercices au bon endroit. Et, et souvent, le plus difficile, c'est que le jeu, en fait, il est au milieu. Si on met l'intensité sur cet axe et la densité sur cet axe, on va avoir donc notre jour 1 chez nous qui va être en bas ici parce que pas intense et pas dense. On va avoir un jour d'entraînement qui va être ici, un jour d'entraînement qui va être ici. Mais comme le jeu est au milieu, Mhm. parfois on a plein d'exercices où on a les joueurs qui vont prendre une forme de pacing, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un tempo et ils sont capables d'avoir le même tempo pour les journées longues séquences et les journées séquences plus courtes. Alors qu'on voudrait que pour les séquences plus courtes, il y ait un peu plus d'intensité. Et je pense que on va rader les données, on va peut-être pas être satisfait. C'est souvent c'est avec les consignes rugby qu'on inverse la tendance, en fait. Mhm. Notamment avec, il faut doubler l'adversaire, euh, il faut se relever, on met un critère d'une durée où il faut être sur ses pieds, il ne faut pas rester au sol. Donc ça met de l'activité. Ou parfois, on va demander aux joueurs de ne pas jouer les rucks. Donc, il y aura une personne qui plaque, une personne qui a le ballon. Mais si vous demandez aux gens de faire des rucks réalistes, vous allez avoir 5 personnes. Donc, si vous avez 5 personnes et que vous jouez, ça va amener un peu plus de courses parce qu'il y a plus d'espace à combler. Euh, donc, pour synthétiser un peu la réponse, une approche intégrée et tactique, je pense, est favorable à la performance, mais nécessite un travail en amont très conséquent, une confiance entre les personnes et l'acceptation que parfois, on n'est pas dans les clous. C'est pas grave, le but, c'est juste toujours chercher les raisons pourquoi, pour que la fois d'après, on ait encore de l'amélioration. Et parfois, ça passe par le même exercice qu'on va répéter 2, 3 fois. Et on n'y arrive qu'à la troisième fois. Mais ça peut faire partie des objectifs moyen terme et de ne pas toujours regarder le court terme lié à la journée, quoi. Ouais, ce qui ressort vraiment, c'est l'importance de communication entre le staff sportif, technique, tactique et le staff préparation physique. Mm. Est-ce que tu dirais que c'est un des fers de lance de la haute performance en rugby, c'est quand il y a une bonne communication entre ces différentes cellules ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, entre toutes les cellules, euh, je pense que le médical, entraîneur, prépa physique, il faut qu'il y ait une fluidité, une communication entre toutes les cellules. Ce qui est sûr, c'est qu'on on peut pas tous s'apprécier à bloc parce qu'il y a beaucoup de personnalités et le monde pro amène les égos qui vont avec, amène des avis tranchés, pas mal de pression qui arrive avec les résultats, avec les événements qui font que les comportements des personnes deviennent un peu plus, les relations peuvent être un peu plus tendues. Mais je vais pas te dire, c'est avec les prépas, les entraîneurs qu'on va être performants. Non, il faut qu'il y ait tout le monde parce que parfois même, c'est des petites décisions, parce que c'est bien entendu pas le staff médical qui va écrire la séance, mais des décisions du staff médical pour des joueurs qui sont un peu entre blessés et aptes, Hmm. qui vont permettre de pouvoir réaliser une séance d'entraînement, c'est-à-dire par exemple un joueur qui est blessé au niveau des jambes, qui va être autorisé à lancer en touche, ce qui va être nécessaire pour s'entraîner, euh, ou des soins qui vont être prodigués par une équipe médicale, en plus des horaires classiques, donc sur des horaires un peu élargis, et qui vont nous permettre d'intégrer le joueur le jour qui suit. Hmm. Par exemple, une journée off où le médical va prendre en charge un joueur. Donc moi, je te dirais, c'est une relation de tous les différents pôles. Et je Hmm. vais même intégrer l'administratif d'un club, tu vois. C'est que Mhm. nous, tu vois, il y a les personnes qui sont plutôt sur le terrain, donc les entraîneurs, les prépas physiques, il y a les mécaniciens, là, c'est le médical qui est collé, mais aussi on est très fortement lié à notre administratif Hmm. qui va organiser quand c'est qu'on fait les opérations commerciales, qui va nous octroyer budget pour avoir du matériel, qui va nous autoriser à faire un projet de recherche comme on a démarré ici chez nous. Et, euh, et du coup, mais c'est pas une bonne réponse, mais il faut que toutes les strates soient connectées Hmm. et pas forcément être les meilleurs amis du monde, mais souvent, toujours moi en tête, j'ai que le joueur est au milieu du projet Mhm. et que c'est lui qui doit bénéficier de un peu toutes les actions que l'on effectue. Et si on garde ça en leitmotiv, je pense que ça peut nous aider. Pour conclure sur cette idée de prépa physique intégrée et dissociée, quand on parle de prépa physique intégrée, est-ce que tu peux nous donner, sans donner ensuite comment on va nécessairement articuler toutes ces variables, mais pour toi, comme ça, si je te dis quelles sont les variables que tu peux manipuler en termes d'exercice intégré afin
d'arriver à tes objectifs en termes d'intensité, de densité, etc. Mais on regarde bien. Déjà, le dissocier, on va dire c'est intervalle, des courses intervalles ou autre. L'intégrer, pour moi, ça serait avec du jeu rugby intérieur, on joue Mm. au rugby. Et le tactique, ça serait je vais jouer au rugby, par contre, je vais appliquer les conditions que j'ai en jeu. C'est-à-dire, si je vais jouer au rugby, mais je vais demander à mes joueurs d'être tant de joueurs dans les 15 mètres quand on va sortir du camp, Mm. tant de temps de jeu d'entre-camp avant de repousser le ballon. C'est la différence entre un tactique et un intégré. Après, si on prend un exercice intégré ou tactique, les variables que l'on peut employer, c'est assez simple, c'est le nombre de joueurs, la durée des séquences, la durée des séquences de repos, l'intensité dans les séquences qui peuvent être amenées par des consignes rugby, l'intensité dans les séquences de repos. On peut très bien demander aux joueurs d'avoir des repos passifs. En fait, on va retrouver un peu tous les critères qu'on va retrouver dans les exercices à intervalles. Mm. Euh, la seule différence, c'est les consignes liées à l'activité qui vont rentrer en jeu. Les consignes liées au contact. Le contact en lui-même est une dépense énergétique qui est trop Mm. peu étudiée aujourd'hui parce qu'on a des outils qui arrivent et puis c'est très difficile quand même parce qu'on a un sport très chaotique. Mm. Mais, euh, mais le même exercice sans contact et le même exercice avec contact, vous allez retrouver des réponses à l'exercice totalement différentes. Euh, donc je dirais les mêmes paramètres que vous avez à l'exercice classique, plus des paramètres rugby spécifiques liés pour le rugby le contact. Je pense qu'on peut reprendre un peu. Si je te donne un exemple, je vais t'en donner un. Tu vois, on l'a pas préparé ça, donc je vais le faire rapidement. Imaginons qu'on prend un espace de jeu de 40 mètres de large sur 60 mètres de long. C'est pas un terrain complet. Mm. J'ai trois équipes qui jouent. J'ai équipe A contre équipe B qui sont dans la zone de travail. Le jeu, ça va être répéter des séquences défensives. Donc une équipe garde le ballon et l'autre, elle doit appliquer un système défensif. Si je veux avoir un exo modéré, peut-être que je vais réduire un peu l'espace. Donc pas possibilité de faire du sprint, pas la possibilité d'accélérer s'il y a du ballon à l'intérieur, et mettre des contacts très modérés. Donc, je vais avoir un espace plus réduit avec aucune consigne d'entraîneur qui vont viser l'intensité. Si je veux mettre de l'intensité, je vais réagrandir mon espace. Et quand les joueurs, soit sur le terrain ou soit l'équipe qui est en dehors du terrain, je vais lui demander de faire un sprint de 10 mètres et de revenir en marchant. Donc là, je vais augmenter l'intensité liée à mon exercice avec soit les consignes du jeu, soit l'équipe qui est en dehors. Et si je veux augmenter la densité, c'est assez simple. L'équipe qui sort du terrain, je vais lui faire effectuer 50 à 60 mètres de course pendant le repos. Ce qui fait que si je fais un passage par minute, je vais augmenter de 50 mètres minute mon exercice. Et Mm. là, je vais me retrouver avec 120, 130 mètres minutes. Et donc, je vais me retrouver avec un exercice qui va être à la fois rugby et à la fois qui va conditionner mes joueurs. Donc, voilà comment le même exercice, un peu, je peux le modifier pour l'adapter sur les 3 jours. T'as parlé des consignes de jeu. Ça, c'est quelque chose Mhm. qui m'a rappelé un petit souvenir. C'était que, en tout cas au niveau où je travaillais, c'était assez compliqué de faire une opposition raisonnée. C'est-à-dire qu'en général, on disait, OK, opposition raisonnée pour finir l'entraînement, ça a été une grosse séance, et on va faire quelque chose de qualitatif pour terminer. Mais il suffisait qu'il y en ait un qui rentre un petit peu fort ou celui d'en face qui plaque un petit peu fort. Et après, c'était parti et c'était très dur de ramener les joueurs là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi parfois à haut niveau ou est-ce que tu penses que ça fait partie justement de l'évolution des joueurs et que plus ils tendent vers le haut niveau et plus ils ont peut-être même conscience de cette importance de régulation d'efforts ou qu'ils écoutent mieux les consignes? Comment tu vois cette chose-là? Je pense qu'à haut niveau, ces dernières années, ça s'est amélioré, ce genre de choses. Pas complètement, parce que quand même, le rugby, c'est un sport de défi, de duel. Mhm. Mhm. Euh, je pense que les joueurs, et c'est logique entre eux, ils veulent un peu se montrer des choses, voire montrer aux entraîneurs. Euh, je pense que ça s'est régulé à le top 14 parce que l'intensité des matchs fait que tu ne peux plus faire des oppositions comme tu faisais dans le passé. Mhm. Euh, une saison de top 14 aujourd'hui, c'est très très sollicitant pour les corps. Et donc, je pense que ça, déjà, ça nivelle à lui tout seul, on va dire, des contacts un peu trop élevés euh, durant la saison, dans les séances d'entraînement. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans l'ensemble, je trouve que c'est très bien géré, honnêtement, par les joueurs. Euh, c'est souvent
un motif qui fait râler un peu les joueurs. C'est-à-dire que ben, je peux le comprendre, c'est que il faut placer les curseurs sur le niveau de contact auquel on attend les joueurs. Et c'est sûr que parfois on fait des lancements de jeu à de la vitesse Mm. et c'est très très difficile de ne pas impacter. Ou peut-être que c'est voulu d'impacter. Donc ça peut amener un petit peu des petits débats entre joueurs, voire avec le staff. Mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est très très bien géré. Très, très bien. Beaucoup mieux il y a 10-15 ans où il y avait la moitié des joueurs qui ne pouvaient pas faire autrement que le faire à 100%. Mm. Mm. Surtout si tu as des joueurs qui jouent moins, face à Ouais. des joueurs qui jouent beaucoup, tu as l'idée de montrer un petit peu, moi aussi je peux jouer, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment fascinant toutes ces dynamiques de groupe aussi, hein, parce qu'il y a, on parle de l'aspect sportif, on parle de l'aspect technico-tactique, l'aspect physique, mais il y a tout cet aspect culturel au niveau du club, au niveau des joueurs, au niveau du staff, et ça joue beaucoup quand même dans la réussite d'un projet global. Ouais, je pense que ça fait partie de l'intégration de tous les acteurs d'un projet vers un objectif de performance. J'oublie un truc pour les contacts quand même, on a des outils qui se développent. Euh, que tu as reçu, que j'ai eu ce matin au téléphone, il y a John Howard à Aix-en-Provence et d'autres personnes qui travaillent sur des outils, notamment les dentiers connectés pour les contacts. Mm. Et je pense que si on arrive à avoir une technologie un peu plus stable et des résultats un peu plus précis, je pense qu'on va agir comme on l'a fait avec les GPS. C'est-à-dire que les GPS, au début, on les a branchés. OK? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à ajuster nos journées. Donc, une journée peu intense, on se rendait compte que mince, certains exercices, allaient trop vite. Une journée numéro 2 où on voulait un peu conditionner les joueurs, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne conditionnait pas assez, il n'y avait pas assez de rythme. Et une journée 3 on s'est rendu compte qu'on refaisait un peu la journée 2 donc c'était un peu nécessaire de changer un peu nos formules, nos paramètres d'exercice pour Mm. se permettre d'avoir plus d'intensité, plus proche du match. Et je pense qu'avec les dentiers, vous allez avoir une meilleure connaissance de la charge externe, notamment les contacts, et qu'on va peut-être modérer un peu plus certains exos en jour 1 et niveler les jours 2 jours 3 et à l'intérieur de cette semaine, peut-être que certains joueurs vont se voir proposer des top-up, des exercices supplémentaires de contact. Et à l'inverse, certains joueurs qui jouent beaucoup vont se voir un peu interdire, vont être sortis de certains exercices avec contact pour tenter d'avoir pour équilibrer un petit peu la charge de contact. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Ouais, ça c'est un sujet qui est super intéressant, la charge d'entraînement et vis-à-vis de différents facteurs, comme tu l'as dit, les GPS pour quantifier la course, les temps de course, les vitesses de course. Et là, de ce que tu dis, ben, il y a l'évolution avec des dentiers connectés. Donc là, l'intérêt, ce serait d'avoir en gros des charges au niveau des impacts, hein, c'est ça, au niveau de la décélération, au niveau de la difficulté sur chaque impact pour quantifier ça au niveau global et l'intégrer dans la gestion de la Mm. charge. Ouais, oui, bien sûr, je pense que je pense que c'est une évolution qu'on va avoir. Le, Aujourd'hui, toutes les équipes professionnelles ont des GPS. Euh, c'est un autre débat. Il y a des données qui fonctionnent. Hmm. Il y a des données, je pense, qui ont une erreur typique de mesure qui est assez élevée aujourd'hui. Comme On quoi? va parfois, comme les accélérations, décélérations, par exemple. Ok. Voilà. Ça serait un petit peu long à expliquer, un petit peu pénible et on va penser que je suis un peu pessimiste. Mais je pense effectivement qu'il y a pas mal de données qui sont pas. On va interpréter des données alors qu'on est dans l'erreur de mesure. Donc c'est un petit peu embêtant. Malgré tout, il y a des progrès qui sont effectués, il y a nouvelles choses qui vont arriver. Mais c'est vrai que si cette charge externe, nous arrivons à améliorer cette précision de nos boîtiers GPS et que nous avons la charge de contact, je pense qu'on sera déjà sur un bon point. Derrière, la charge interne est très très peu utilisée en sport collectif. Mhm. Très difficile de faire fonctionner les cardio Ouais. en sport collectif. Je pense que c'est fortement dommage. Euh, il se peut que ça fonctionne. Crois qu'on se revoit dans 6 mois, je te le dirai. Mhm. On a essayé quelques petites solutions qui semblent fonctionner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le suivi de notre charge d'entraînement, il est assez incomplet là-dessus.
Tout simplement, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Tu vois, pour les contacts, comme je t'ai expliqué, on pourrait changer la manière dont on organise la semaine et un petit peu mieux individualiser nos contacts par rapport aux joueurs. Sur les GPS, avec la charge mécanique, on pourrait euh, améliorer un petit peu le monitorage de ces accélérations, décélérations. Et ça impliquerait que parfois on fait des extras des joueurs qui n'en ont pas besoin, ou parfois certains en ont besoin. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, on loupe plus de données, ça nous enlève plus de données que ça nous en rajoute, Mm. un peu, par rapport à des réglages de seuil de détection, par rapport à du fait qu'aujourd'hui les accélérations sont faites avec un seuil fixe et que du coup, toute accélération en mouvement est difficilement prise en compte par les GPS. C'est-à-dire que si tu trottines à 5 km/h et que tu accélères à 30, il y a de fortes chances que ton accélération ne soit pas prise en compte par le GPS. Comment ça se fait ça? Euh, Ça se fait aujourd'hui, si tu veux, chaque GPS, il y a beaucoup de données qui circulent et il y a un effort. Je ne suis pas un spécialiste des GPS, mais de ce que j'ai compris, il y a un truc qui s'appelle MED, le minimum effort duration, Mm. où en fait, il y a un seuil en dessous duquel l'accélération n'est pas prise. Ok. Donc, tu as souvent c'est 0,4, 0,6, la norme qui est effectuée. Je vous conseille d'aller voir si vous avez des GPS parce que qu'est-ce qui a été réglé, parce que c'est assez important. Surtout si vous changez de club, parce que si ce n'est pas le même seuil, vous n'allez pas avoir la même accélération. Et derrière, en fait, tu as un seuil fixe, par exemple 3 mètres par seconde. Du coup, si tu fais un départ arrêté, tu prends le départ arrêté avec ce seuil de détection minimum, Mm. tu vas avoir une accélération. Mais si tu pars en trottinant, ton accélération sera un peu atténuée. Mm. Et du coup, avec ce seuil-là, en fait, elle va passer en dessous. Mm. Et du coup, tu vas t'enlever de la charge mécanique. Le second problème, c'est que la plupart des marques ont le même seuil pour les accélérations et décélérations Mm. en termes de durée minimale d'effort. Sauf que les décélérations auraient, d'après ce qui est étudié, besoin de 0,2, 0,3 au lieu de 0,4, 0,6. Ouais. Donc tu as beaucoup de décélérations que tu vas louper. Ok. Et donc, bon, ça travaille. Ça serait bien que ça s'améliore beaucoup plus rapidement parce que Mm. depuis le nombre d'années où c'est mis en place, ça devrait marcher. Et je pense que dans le futur, ça peut nous amener parfois à revoir certains exercices qu'on maîtrise parce que les données ne vont plus être les mêmes. Et c'est pas grave, c'est l'évolution, hein, mais je pense qu'il va falloir l'accepter pour certains staffs, en se disant que l'exercice qu'on faisait peut-être sur une journée où il n'y a pas trop d'accélération qui était OK, mais en fait, peut-être que ce jour-là, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et il va falloir peut-être changer l'exo ou accepter que les accélérations seront sur ce jour d'entraînement. Ouais, donc Euh, il faut être conscient des outils de mesure qu'on utilise et surtout de leurs limitations et de leur spectre d'applicabilité et pas juste dire ah mais c'est des data donc c'est juste et donc je peux en tirer quelque chose. Il faut vraiment être conscient du fonctionnement de ces différents outils, de leurs forces, de leurs faiblesses et c'est comme ça que tu vas pouvoir tirer le maximum, en tout cas tirer ce qui est juste et ce qui est peut-être pertinent des mesures que tu vas mettre en place. ça, c'est sûr. Et la charge interne, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, faire enfin, même 3 zones d'entraînement en charge cardiaque, ça serait suffisant pour le Mm. sport collectif pour moi. Mhm. Et ça nous permettrait tout simplement, le jour 1, de ne jamais passer la zone 1. Si on met que 3 zones, ce serait ta zone 2 sur l'ensemble des zones. Le jour 2, tenter d'avoir du temps passé en zone 3. Le jour 3, en autoriser une petite partie en zone 3, avoir le match, avoir une globalité de semaine, et puis réfléchir aussi en supplément ou en adaptation, pas uniquement sur des données GPS quantitatives, parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement? On va regarder, on va dire, il manque un peu de HSR, de mètres courus à plus de 15, 16 km/h ou 18 selon le seuil que vous utilisez. Et on est capable, des fois en fin d'entraînement, de faire courir 400 mètres à cette allure, alors que c'est pas forcément les mêmes choses, parce que s'il te manque 300 mètres à plus de 16 km/h dans ta semaine et que ces mètres étaient positionnés dans des efforts fitness rugby, eh bien, les mètres que tu n'as pas couru, tu devais les passer à une zone d'entraînement, que là, tu vas passer dans une zone différente, donc tu vas avoir des données un peu plus stables, mais tu ne vas pas du tout conditionner tes joueurs de la même manière. Mhm. Ouais, ouais. Donc, et je pense que avoir la charge interne à l'intérieur pourrait nous aider à facilement avoir 3 zones
et en allant plus loin, de se rendre compte parfois que la différence entre les deux charges peut nous amener soit des raisons de penser que les joueurs s'adaptent, soit des raisons de penser que le joueur se désentraîne, voire est fatigué. Mm. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Je voudrais basculer sur l'idée de profilage pour les joueurs de rugby. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc, parle-nous un petit peu de ton approche du profilage de joueurs de rugby, d'un point de vue du mouvement, du musculaire, énergétique. Comment est-ce que tu fais ça aujourd'hui dans le rugby pro? Alors, aujourd'hui, et encore une fois, de tout ce que je dis, moi je dis pas qu'on a raison. Chacun fait comme il veut, et il y a des personnes qui font complètement différemment et qui nous ont battus et qui nous battront et qui ont de bons résultats. Mais moi, je pense profondément qu'il faut tenter de cibler très fortement les contenus de l'entraînement qu'on propose. Le, on a beaucoup de possibilités d'entraîner les joueurs sur beaucoup de différents secteurs. Et c'est vrai que euh, chez nous, on a beaucoup de mouvements d'entraînement qui sont monitorés, qui après sont remis dans un résumé par joueur. En tout, il y a plus d'une trentaine d'indicateurs, Mhm. mais il n'y a pas 30 séances de test. En fait, c'est régulièrement des séances d'entraînement, de musculation, où les données sont prises à l'intérieur. Par exemple, si pour la musculation, ça pourrait être les quatre axes de vos lifts, un coucher, un tirage, traction, un militaire. Mhm. Et on va essayer de trouver des quatre catégories de performance. Une personne qui est forte, ça peut être en relation à son poids de corps, ça peut être en relation à les autres lifts. Une personne qui est OK, une personne qui est un peu faible et une personne, un pire, qui est défaillante ou qui n'a pas la fonction. Par exemple, ne peut pas réaliser un développé militaire à cause d'une douleur. Mhm. Et du coup, en fonction des résultats que l'on va trouver, on va impacter différemment les joueurs. Une personne qui va être verte va suivre le programme d'entraînement. Une personne qui va être juste OK va peut-être avoir 20% de volume en plus sur le mouvement qui est un peu problématique. Une personne en rouge va avoir une mini-séance en plus sur le mouvement problématique. Et une personne qui est plutôt défaillante va devoir aller voir le staff médical. Et peut-être, si on ne peut plus faire de militaire, on va changer l'exercice en gardant la pattern Mhm. pour essayer de revenir sur l'exercice que l'on veut dans plusieurs mois. Mhm. Euh, on a beaucoup de testing fait donc, sur les voies de muscu de base. On a beaucoup de testing sur les plateformes de force Mhm. qui nous permettent de tester tout ce qui est épaules, mollets, ischio de manière très approfondie. On a des capteurs aussi où on peut pousser à l'intérieur. Euh, donc on a beaucoup de différents exercices. On a sur l'énergétique quelques petites méthodes que toi tu utilises beaucoup, que nous on a utilisé sur très peu de joueurs, mais on a un test physique classique. On a la possibilité de faire ce test physique avec le VO2 Master, puisqu'on l'a au club aussi, Mhm. avec ses avantages et ses limites. On a également la possibilité de faire des tests de lactate qu'on a fait uniquement sur vélo aujourd'hui. Il y a des petits questionnements qu'on se pose de l'adapter en course pour tenter en fait de trouver des zones d'entraînement. Mhm. Euh, j'ai même un petit peu en tête sur certains joueurs, cette année sera très peu, de faire un test lactate en courant incrémental, comme une espèce de tube 2. Tube 2, c'est 3 minutes, mais on va sans aller à fond, euh, faire quelques paliers, et puis dans l'année, le refaire plusieurs fois pour essayer de détecter est-ce que la personne s'est adaptée ou au contraire, est-ce qu'on est peut-être sur une personne qui utilise différemment ses lactates, ce qui, en conditions standardisées, pourrait nous amener à penser que, vu qu'on essaie d'entraîner nos joueurs pour repousser un peu nos seuils, si nos seuils repassent de l'autre côté, peut-être qu'on a des joueurs qui sont un petit peu fatigués ou en surentraînement. Mhm. Euh, parce je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à détecter le surentraînement, euh, qui est parfois psychologique, parce que jouer des matchs de haut niveau de manière répétée en grand nombre sur une saison, mentalement, c'est usant. Euh, et parfois physique, et physique, on a oui, les mouvements de puissance que l'on peut avoir, les sauts. Il y a beaucoup de testing qui existent, mais qui ne sont pas faciles à réaliser. J'ai déjà réalisé dans le passé, qui ne sont pas faciles à analyser, honnêtement. Et je pense que des tests sous-maximaux, je vais dire pas énergétiques, mais métaboliques, pourraient nous amener des réponses plus directes et plus faciles à interpréter, et qui pourraient même nous amener directement vers où on peut travailler. Mhm.
Donc, euh, donc pour synthétiser un peu le profilage, moi je pense qu'il est important d'arriver dans sa structure à pouvoir profiler différentes qualités, que ce soit la musculation, la puissance, le sprint, l'énergétique. Nous, on a quelque chose qui s'appelle le robuste, c'est tous les muscles liés à la protection du joueur, donc les cervicales, le disque jambier, le mollet, les adducteurs. Et que si on arrive à pouvoir monitorer cet ensemble, il faut arriver à y mettre des critères à l'intérieur. Mhm. Et les critères à l'intérieur doivent être une porte d'entrée pour pouvoir proposer aux joueurs un programme individualisé qui va tenter de rééquilibrer les différences gauche-droite, qui va tenter de rééquilibrer une performance par rapport au poids du corps. Euh, Chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, qui pourrait aussi être un screening de sprint en course à pied, comme peuvent le faire des Mendy Gouchia ou autres. C'est pas encore chez nous, mais c'est dans les cartons. Où le but, ça va être pour moi d'avoir 60% de notre entraînement qui est commun et d'avoir 40% d'entraînement qui est totalement individualisé, avec donc des joueurs qui parfois chez nous ne font 40% de la séance, c'est assez différent. Et le plus difficile dans tout ça, c'est une fois que tu es arrivé à évaluer tous ces items, on va essayer de les faire dans la précédente. Le plus difficile, c'est d'arriver à les réévaluer périodiquement dans la saison. Mhm. Et c'est là où il faut tenter d'avoir dans son entraînement peut-être un IMTP en warm-up, peut-être en exo bis, une contraction isométrique de mollet plusieurs fois dans la saison. Et si on arrive à monitorer ce type de choses, soit on va détecter des variations qui sont arrivées que les joueurs ont subies par rapport au match, qui vont nous amener à réorienter nos contenus, soit au contraire, on est sur des progressions de personnes qu'on avait ciblées, à qui on avait proposé des contenus individuels avec souvent plus de volume ou plus d'intensité. Ou le dernier cas qui est plus problématique, c'est des personnes qu'on a ciblées, à qui on a proposé de l'entraînement, mais qui n'a pas progressé par rapport à nos attentes. Et ça Mhm. peut nous amener, surtout, nous les entraîneurs, à faire un reviewing de qu'est-ce qu'on a proposé. Mhm. Celui-ci, on l'oublie beaucoup parce qu'on est souvent en train de dire c'est la faute au joueur, c'est un feignant, c'est pas ça. Mais je pense qu'en grande partie, euh, quand un programme est bien cadré et qu'il est appliqué, 80% du temps, on tombe dans les clous des progressions qu'on espère. Et ce reviewing, il est assez difficile, mais je pense qu'il est rationnel avec les testings. Ah, c'est un très bon point. Ça me rappelle quand je bossais encore en amateur, en prépa physique. Rugby, c'était toujours la question de quand on mettait quelque chose en place, comme tu l'as dit, ça marche pour la majorité des gens, la majorité du temps. Mais est-ce qu'on peut trouver pourquoi ça n'a pas marché pour un tel? Pourquoi est-ce que ça a moins bien marché pour lui ou pour elle? Et ça, c'est toujours des questionnements. Ben, en tant que préparateur physique, il faut se poser la question. Et à mon avis, il faut prendre responsabilité d'abord et se dire, est-ce que moi, j'aurais pu faire quelque chose de mieux ou est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de faux dans ma planification? Après, bien sûr, hein, ça va comme tu as dit, hein, il y a plusieurs parties impliquées. Il y a ce que toi, tu as imaginé, ce que tu as mis en place, ton hypothèse, on va dire, d'entraînement, qui va ensuite être vérifiée ou pas par le joueur qui l'a effectué, ou pas, comme tu l'as dit aussi, parce que c'est possible que pas tout ait été fait dans les cordes, qu'ils n'aient pas respecté les intensités, qu'ils n'aient pas fait le volume ou l'intensité nécessaire. Donc ça, c'est toutes des choses, des questions à se poser. Et comme tu l'as dit, le fait d'avoir des datas que tu as collectées dans un cadre raisonnable, hein, on y revient, c'est avoir les bons tests et les utiliser pour les bonnes raisons. Ça peut te permettre ensuite de tirer des conclusions et peut-être de faire mieux la prochaine fois. Tu vois, je vais te faire un peu de pub, hein, pas m'envoyer un t-shirt, mais si on parle de l'énergétique, le, est-ce que, est-ce qu'on est obligé de faire un testing lactate, VO2? Mais pas forcément. Mais si on veut aller plus loin, si on veut cibler les zones auxquelles on veut travailler, et si on veut espérer des progrès plus importants, oui, il faut passer, je pense, par une évaluation beaucoup plus poussée de chaque joueur sur Mhm. leur système énergétique. Et ça passe par différents testings. Puisque on a pu enfin, j'ai pu regarder la formation, on l'a payé, on l'a prise pour chez nous, comme ça tout le staff et le CDF a pu la consulter. Mhm. Euh, je sais que tu as la formation sur le lactate. Nous, on l'a fait à quelques joueurs, on va l'utiliser cette année sur quelques joueurs un peu dits lourds, euh, parce que je ne remplace pas la haute intensité par la zone 2. Je vais dire zone 2 pour rester dans les termes un peu que tout le monde parle. C'est juste que sur certains joueurs, on a certains qui ont une grosse masse,
ils sortent très rapidement de cette zone 2 et ils ont une très faible utilisation de leur acide gras, l'oxydation est faible. Et je pense que c'est pour ça parfois qu'on a des joueurs qui sont, on va dire, gras, qu'on entraîne énormément et qui en fait sont des joueurs qui ont besoin énormément de sucre pour fonctionner. Et le but un peu, c'est de faire bouger un peu ce système, ce seuil un peu sur la droite. Et donc, c'est sûr que ça demande entre 2 et 5 heures par semaine de temps passé dans ces zones. Mhm. Au début, on commence avec des zones cardiaques qu'on estime un peu. Et puis, dès qu'on se retrouve à tester réellement, on se rend compte qu'on n'était pas loin, mais on n'y est pas totalement. Et c'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir infrastructure, staff, Mhm. matériel. Mhm. Et donc, on a la possibilité d'effectuer ce genre d'évaluation. Mais c'est sûr qu'on se rend compte que quand on fait l'évaluation, on va un peu plus loin, quoi. Et je dis ça parce que, si j'ai bien compris, tu as une formation sur le lactate qui s'appelle la formation, je ne me rappelle plus le nom, Ouais, 41. protocole 41. Voilà, Ouais. tu vois, ça fait un peu zone 51, ça fait un peu mystérieux. Ouais, c'est 41. Ouais. Mais que nous, on fait souvent en 3 minutes, 1 minute, Ouais. pour avoir un gain de temps par rapport à la structure où on est, Mhm. mais qui reprend un peu les items. Et c'est sûr que pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Je pense que si on tend vers le haut niveau, le vrai haut niveau, on est obligé de faire ce genre d'analyse sur ce type de qualité physique. Mais en fait, il faudra avoir le même type d'analyse pour toutes les qualités qu'on va développer. Mhm. Et c'est là où ça devient difficile de maintenir dans un système d'entraînement des conditions standardisées de testing qui vont nous amener parfois à nous dire, bon, mais ça fait 2 ans que j'entraîne mes joueurs dans quelque chose, je ne suis pas loin, mais avec les analyses que j'ai là aujourd'hui, je vais changer. Et il ne faut Mhm. pas hésiter. Moi, j'ai aucun problème à dire aux joueurs que oui, on était dans de la normalité, qu'avec l'analyse un peu plus poussée, on va arriver sur quelque chose de plus compétent qui va être un peu différent de ce qu'on faisait avant. Ouais, Et il y a ça aussi au niveau culturel. C'est pas nécessairement voilà, dans la culture du rugby de faire ce genre de test, de procéder de cette manière-là, de faire ce genre d'entraînement. Mais on revient au fait que ça dépend du niveau auquel tu opères, ça dépend de tes moyens. Moi, je me rappelle en rugby amateur avec mes 2 fois 30 ou 40 minutes par semaine en pré-saison pour préparer les gars, ben forcément, j'avais le matériel pour faire tous ces tests. J'aurais pu faire des tests de vitesse, même avec MySprint et tout. J'avais les poteaux, j'avais les mesures, je pouvais tout faire. Mais au final, pour tout le groupe que j'avais une quarantaine de bonhommes sur le groupe senior homme. Et ce que je faisais, c'était un demi-cooper. Parce que j'avais une piste à côté, ça prend 6 minutes. Et je pouvais simplement départager ensuite selon les niveaux de chacun en 3 groupes. Et chaque groupe courait certaines distances après sur le travail intermittent qu'on faisait. Et moi, ça me suffisait comme test par rapport aux moyens que j'avais, par rapport au temps que j'avais et ce que j'essayais de ressortir des tests. Mais comme tu l'as dit, plus on tend vers le haut niveau, et plus, ben, une chose qui revient un petit peu hein, dans ce que tu dis là, c'est tendre vers l'individualisation, forcément pas tout le temps parce que c'est un sport collectif, donc on doit garder une part importante de collectif, mais si on veut pousser la performance dans ces retranchements, eh ben, on doit à un moment donné considérer le sportif, l'athlète en question, comme l'unité de réflexion et travailler à ce niveau-là. Et donc, je pense que ça peut être intéressant, comme tu le dis, de mettre en place ces tests. Je pense que ce que tu as mentionné tout à l'heure, un test sous-maximal pour les joueurs de rugby, c'est très, très pertinent parce que forcément, vous avez tout ce qui est des tests de haute intensité, vous avez les mètres parcourus, vous avez toutes ces données-là déjà qui sont bien comprises et peut-être d'explorer la partie basse et moyenne du spectre. C'est là où vraiment le plus de choses peuvent être développées pour les joueurs qui en ont besoin, et aussi mettre en place une évaluation qui au final n'est pas trop contraignante au niveau du temps ni au niveau de l'intensité, donc ça peut se morfondre dans un programme d'entraînement sans trop de difficultés. on va essayer de mettre en place parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a un cœur on a le testing qu'on a, on a un cœur. Tout le monde fait pareil et on a beaucoup de joueurs qui vont, selon leur profil, en faire plus dans un secteur, peut-être plus sur la musculation parce que on a un peu plus de problématiques sur peut-être qu'au lieu de faire un mouvement d'épaule testé, on va en avoir plusieurs Mhm. parce que le premier mouvement, justement, est limité. Certains énergétiques vont aller un petit peu plus loin. Le, la difficulté, c'est que ça demande d'avoir un staff. Mhm. Donc, comme on est 5 en tout, c'est plus facile. Et puis, il y a 3 personnes qui sont au centre de formation, donc qui parfois sont intégrées, qui eux aussi ont construit un testing très, très complet pour leurs équipes. Euh,
De deux, le staff, c'est important parce que c'est beaucoup de temps de travail, en fait. Mm. Chaque fois que tu proposes une évaluation, ça veut dire que, là, on en a parlé, mais pour la faire assez simple, il faut que ton évaluation, tu comprennes tous les avantages et tous les biais de l'évaluation. Ouais. Les avantages, c'est qu'est-ce que tu vas avoir, et les biais, c'est-à-dire est-ce que ma donnée va être fiable, c'est Mm. quoi la variation de ma donnée liée à l'appareil de mesure, liée aux conditions du test. Mm. Et derrière, c'est-à-dire que si je fais ceci, je dois avoir une influence avec. Parce que si on teste et qu'on ne fait aucune intervention, à la limite, il faut l'enlever. Et être capable de retester pour parfois mettre en jeu son ego, pour se dire, bon, mais j'ai entraîné énergétiquement mon joueur, je reteste, je devrais avoir mes seuils qui se poussent un peu. Et là, on arrive, le seuil, c'est quasi, il n'a pas bougé. Mm. Et donc, ça veut dire que là, c'est reviewing un petit peu de l'entraînement et euh, parfois, deux joueurs avec deux évaluations identiques ne sont pas du tout les mêmes profils. Il y en a un qui répond à du volume, un qui répond à l'intensité. Et si on fait le même programme d'entraînement, on va se retrouver avec un qui va beaucoup plus progresser que l'autre. Mm. Donc, je pense que c'est très utile pour arriver à faire ceci. J'espère que nous, enfin, j'espère non, mais j'ai le souhait, parce qu'on va reprendre la semaine prochaine, hein, que cette année, on aille encore un petit peu plus loin là-dessus. Et le but de tout ça, c'est pas de tester le maximum de protocoles, c'est pas de se griser de moi, je mets un masque VO2, je mets pas un masque VO2. Moi, le but, c'est les joueurs. C'est les joueurs. C'est pour ça que tous ne le feront pas. C'est pour ça que certains demandent une attention plus particulière sur certains points. Mais moi, au final, c'est les joueurs. Ce qui est sûr, c'est que un des gros avantages d'avoir un testing régulier, c'est que vous avez beaucoup d'indicateurs au cours de l'année que vous pouvez regarder sans forcément dire aux joueurs qui sont évalués, sans perdre du temps pour tester, et qui vous donnent une indication assez forte de l'évolution de votre équipe. Si vous avez vos 5 mouvements de musculation monitorés sur 2 années, comme on a ici chez nous, mais c'est sûr que sur la moyenne des joueurs, oui, je sais qu'il y a une progression qui est très intéressante. Que si tu le as tous les jours, tu ne le vois plus, Mm. parce que tu le rates plus. Mais si tu vois la courbe longitudinale, ah ouais, tu dis, ouais, c'est pas mal. Et certains joueurs dedans qui vont répondre plus favorablement. Et là où il faut un peu se creuser la tête, c'est les joueurs qui répondent pas. Mm. Qu'est-ce qu'on doit changer, où on doit les amener. Et souvent, c'est le staff qui doit faire le travail, je pense. Mais bon, c'est pas facile parce que des fois, tu as l'impression d'avoir tout fait. Et puis la solution, en fait, parfois, c'est de revenir au plus simple. On a les évaluations, on fait du plus simple, on accumule du volume dans la qualité proposée, et voilà. Ouais. Donc, ça fait partie, je pense, du cœur de métier que font tous les préparateurs à tout niveau, mais qui parfois, nous, on a des moyens plus élevés de pouvoir le valider, quoi. Ouais, et c'est super intéressant de voir aussi l'évolution de la préparation physique dans le rugby de haut niveau parce que tu l'as dit, pas tout le monde fait ce genre d'évaluation et il y a encore plein de choses à découvrir, il y a encore plein de choses à apprendre et on n'arrête pas le progrès comme on dit, donc c'est vraiment chouette à voir. Je voulais basculer Loïc sur les dernières questions vu qu'on a encore quelques minutes ici pour discuter. Une question qui était ressortie sur Instagram, c'était comment détecter les jeunes talents? Ouais, sur le rugby, je ne vais pas m'avancer, je ne suis pas du tout entraîneur, mais les entraîneurs, ils ont aussi des grilles d'évaluation liées à des comportements attendus qui les amènent à penser que certains joueurs ont du potentiel. Par rapport aux qualités physiques, en fait, c'est le même système, hein. C'est une espèce de screening physique qui vont nous amener, si vous testez des catégories jeunes, eh vous allez les retrouver avec un ranking, avec donc des normes. À côté, vous allez avoir des mêmes testings sur une équipe supérieure, voire professionnelle. Et du coup, vous allez avoir des attendus. Et en fait, tout testing en fait, est lié à une famille de données qui va vous amener une norme, qui va vous amener un positionnement. Et il est sûr qu'aujourd'hui, euh, physiquement, les qualités que les personnes recherchent le plus, c'est plutôt lié à la puissance. Parce qu'on sait que ce sont des qualités qui sont quand même plus liées aux facteurs génétiques, qui sont un peu plus difficiles à entraîner, Mhm. mais qui sont entraînables. Et on se soucie un petit peu moins de l'énergétique parce qu'on se dit, et à raison, qu'un volume d'entraînement conséquent amènera forcément des progrès sur le niveau énergétique. Mhm. Et que si on prend aussi l'activité rugby, les niveaux de puissance sont très élevés. Mhm. Et les performances énergétiques, c'est des bonnes performances, mais c'est pas un sport qui est dit d'endurance avec des critères énergétiques
de VO2 ou de seuil ou autre liés à des personnes qui feraient même un top 1000 en vélo dans le monde. Donc, donc je pense que avoir un ensemble d'exercices avec eux-mêmes des critères à l'intérieur, où vous allez obtenir du coup un classement et donc la norme de si quelqu'un est fort ou faible. Deux, les qualités quand même de puissance et de vitesse sont les plus recherchées. J'en rajouterai une dernière, c'est le gabarit. Hmm. On cherche à obtenir des gabarits très conséquents. On est capable de prendre des gabarits moins développés sur l'instant T en se disant que dans une structure évoluée, il risque d'obtenir un niveau parce qu'aujourd'hui, on peut constater que le gabarit, notamment dans le 5 de devant, c'est un facteur limitant pour jouer au niveau. Hmm. Pour tous les autres postes, je pense qu'on a des profils tellement différents et que chacun a sa place, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous prenez les piliers droits du top 14, bon, la moyenne elle doit être à 140. Hmm. 140 hors taxe, des fois. Donc, ça limite, ça peut devenir un facteur limitant. Hmm. Si on parle ensuite il y avait une question sur la course à pied. Combien de kilomètres un joueur de rugby va parcourir sur une semaine d'entraînement, par exemple, euh, si tu as ce genre de chiffre en tête? Ouais, sur une semaine d'entraînement, ça dépend des postes, mais on peut très bien se trouver entre 16 et 25. Ça fait une fourchette longue. Ça dépend du poste, ça dépend de certaines semaines, match Hmm. compris. Hmm. Et après, on va se retrouver à 2000, ouais, 2 3 000 mètres en dessus euh, d'un seuil, on appelle ça de HSR. Donc, si tu prends ta vitesse max, que tu prends 60% de ta vitesse max, ça te fait un seuil individuel de vitesse à haute intensité. Hmm. Et on peut arriver à 2 ou 3 000 mètres par semaine dans ce seuil-là. Hmm. On peut y rajouter des distances d'accel-décel, mais là, je vais te dire quelque chose qui va être tellement variable par rapport aux autres personnes que ça va être difficile, mais on peut arriver à du 600, 700, voire 1000 selon les, euh, les semaines. Et après, ce qui est important, c'est la distance de sprint Hmm. ou d'accélération maximale. On peut soit prendre le sprint, soit le cumuler avec la distance d'accélération à plus de 85%. Hmm. Donc, ça te fait ta distance à très haute intensité. Et là-dessus, on va essayer d'être entre au moins 20 mètres minimum. Et on va essayer d'arriver à 100, 150 mètres sur le joueur. Hmm. On essaie de. Le quantitatif, la distance, on peut être très très performant en ayant 15 km comparé à des équipes qui en ont 25. Ça dépend totalement de si tu as obtenu ta distance sur de la densité, sur l'intensité. En fait, Hmm. ça dépend comment tu l'as obtenu. Par contre, de maintenir à l'intérieur de ta semaine un volume d'intensité, c'est très important, soit pour la prévention de blessures, soit également pour la capacité du joueur musculairement à pouvoir effectuer l'effort. Hmm. Donc, donc voilà un peu le type de données que l'on peut attendre sur une semaine d'entraînement. Troisième question, j'en ai encore une après ça. Le CrossFit, est-ce que d'après toi, c'est une bonne activité pour la préparation physique en rugby? Et je pense que le CrossFit, c'est un sport en fait. Donc un sport à part entière qui est très difficile, qui nécessite d'avoir des qualités opposées très développées. C'est-à-dire je pense que la force est un facteur hautement limitant dans le sport, le CrossFit de haut niveau. Hmm. Mais le problème, c'est qu'il faut les répéter dans des circuits et il faut pour bien le répéter. C'est ce qui, je pense, a amené de plus en plus d'entraînements polarisés euh, parce que si vous faites trop de haute intensité avec trop de muscu, peut-être que vous limitez un peu en partie vos gains de musculation et que peut-être qu'aller chercher plus bas dans le spectre vous permet d'avoir un ensemble d'entraînement plus cohérent. Hmm. Donc moi, je te dirais ultra ponctuellement, pourquoi pas. Sinon, on a largement le temps de développer la force de manière isolée, l'endurance de manière isolée, la vitesse de manière isolée. Et vu qu'on a le temps de travailler ces qualités physiques de manière ciblée, moi, je propose pas beaucoup d'activités type CrossFit ou type circuit qui pourraient travailler les mêmes qualités parce que j'ai le temps de travailler. Et que le dernier point, je pense que le CrossFit est très accidentogène Hmm. de par une charge pliométrique sur le haut du corps, le bas du corps qui est élevé. Le problème, c'est que le rugby, lui aussi, est accidentogène. Et de cumuler les deux activités, ça me semble pas être la meilleure idée. Hmm.
Ouais, on pourrait presque dire que, ben, comme tu l'as dit, tu travailles toutes ces qualités en dissocié au rugby et après tu les mets toutes ensemble dans un match. Tu vas sprinter, tu vas plaquer, tu vas déblayer, tu vas Mm. faire un regroupement, tu vas lever. Il y a forcément plein de choses qui vont s'imbriquer. Et donc au final, le rugby fait un petit peu le travail du CrossFit dans le sens où il met toutes ces qualités ensemble dans un contexte technico-tactique, certes, mais quand même qui vient mêler toutes ces qualités. Et comme tu l'as dit, c'est peut-être un petit peu redondant de réutiliser cette répétition de pattern, avec en Je, plus de mon estimation des mouvements qui peuvent être contraignants au niveau technique, hein. On parle d'haltéro, on parle de gymnastique, donc il y a un apprentissage technique nécessaire aussi selon les mouvements de CrossFit qu'on va utiliser, qui n'est pas nécessairement le meilleur investissement de temps pour un joueur de rugby, peut-être. ouais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sport qui est très difficile, hein, Ouais. il faut être vraiment très, très entraîné et avoir un engagement total pour être fort dans ce sport. Mais je suis pas sûr. Déjà, le premier point, je pense que c'est pas aussi efficace que de travailler en dissocié, Mm. déjà. Avant même de se blesser, soit redondant. Je trouve que ça a été une porte d'entrée très facile pour un nombre d'entraîneurs pour faire travailler les joueurs. Et souvent, un des critères qui s'arrête de plus en plus, c'est quand on voit des joueurs se fatiguer, on a l'impression qu'on travaille bien, en fait. Et je pense que ça, c'est un point, pour moi, qui est assez primordial. J'ai pas besoin de faire les séances les plus dures. Moi, ce que je veux, c'est les résultats. Et ça passe parfois par passer du temps dans des zones faibles, des zones moyennes. Et parfois, si vous effectuez un exercice à haute intensité, très dur musculairement, comme peut être le CrossFit, et que vous passez très peu de temps à haute consommation d'oxygène, eh bien, peut-être qu'une personne qui fait un exercice moins intense et qui va durer plus longtemps, il va être plus performant que vous, avec des ressentis d'entraînement moindres. Et je Mm. pense qu'au final, c'est le plus important. Ça n'empêche pas que ponctuellement, pour changer les joueurs, pour différentes choses, le CrossFit a des qualités qui peuvent s'intégrer dans des circuits où les joueurs s'entraident. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avec, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le plus efficace pour entraîner un joueur de rugby. Dernière question pour toi, Loïc. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes préparateurs physiques qui veulent travailler dans le rugby, qui veulent potentiellement atteindre un jour le haut niveau, avec toute ton expérience en la matière et ce que tu vois aujourd'hui sur le terrain, quels sont leurs axes principaux de développement? Bon, déjà, si tu dis jeune, c'est que je suis vieux, mais c'est pas grave. Bon, déjà, comme j'ai dit avant, je vais répondre, mais j'ai pas vraiment de leçons à donner. Chacun a son parcours, chacun doit croire en ce qu'il fait très fortement, des fois sans écouter les autres. Ça te forge en faisant des erreurs. Donc, j'ai pas vraiment de leçons à donner. Moi, ce que je pense au fond de moi, et c'est très personnel, et c'est un peu lié au parcours que j'ai et le fait qu'aujourd'hui, ben, je suis encore en thèse. Donc, je crois fortement qu'il faut beaucoup étudier tous les paramètres de l'entraînement. Il faut passer énormément de temps à, à étudier les raisons qui vous poussent à proposer certains contenus d'entraînement. Euh, la plupart du temps, le... moi, je fais ma thèse sur les intermittents. Mais moi, dans ma tête, je suis un débutant. J'ai lu des milliers de pages, j'ai acheté des bouquins, j'ai vu des conférences, j'ai envoyé des mails à des personnes, j'ai embêté des personnes pour qu'ils me répondent. Mais aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas assez bon, qu'il en manque toujours. Hmm. Et j'ai cette impression, un peu moins maintenant, j'avais une impression il n'y a pas si longtemps que plus j'étudie le sujet, plus j'ai l'impression que je suis ignorant. Après, quand je croise des personnes qui sont moins costauds là-dessus, ça te rassure un peu. Mais en gros, pour moi, si on veut être performant, si on veut, euh, je pense aller dans un milieu professionnel avec un niveau qui s'élève, il faut sans arrêt étudier. Sans arrêt étudier. J'ai jamais autant étudié qu'aujourd'hui. Jamais. J'ai jamais autant passé de temps dans ma semaine, à peu près une dizaine d'heures toute l'année, à lire des articles, à envoyer des mails, à regarder des vidéos, travailler, même si trop peu, sur ma thèse. Toujours être en mouvement pour s'améliorer. Ça amène que parfois, ça bouscule un peu parce qu'il y a des contenus qui vont changer et des croyances qui sont s'atténuer parce que euh, l'évolution de la recherche et des paramètres étudiés va améliorer la connaissance de la physiologie. Donc, étudier, toujours. Savoir trouver les ressources pour étudier. Bon, j'ai rien contre Instagram, je pense que c'est un bon moyen de se divertir et d'enchaîner à peu près 50 informations sur une minute avec le pouce.
Et si y a un sujet qui vous tient à cœur, eh bien, il faut être capable d'aller acheter une formation spécifique, d'aller acheter un bouquin, de passer du temps dessus, de se donner un objectif à moyen terme. Je commence à étudier l'intermittent. Oui, je sais faire un 15-15, un 30-30, mais si je veux être fort, allez, j'ai une année pour maîtriser un peu mieux l'intermittent. Et une année pour l'intermittent, honnêtement, c'est court. Si Mm. on veut connaître comment faire varier tous les différents paramètres, c'est très court. Euh, et donc, ça serait choisir ses sources euh, de formation. Internet, il y a 90% des choses qui sont très légères. Vous en trouverez, je pense, 10% qui vous amèneront une valeur ajoutée. Euh, la troisième, euh, c'est difficile parce qu'une fois qu'on est en pro, je pense que moi, le premier, parfois, on manque un peu d'humilité. Il faut toujours garder un peu d'humilité par rapport au contenu qu'on propose. Mm. Et moi, c'est vrai que parfois, et quand j'ai lu 3000 pages sur Intermittent et que j'ai fait 400 heures de vidéos, oui, c'est vrai que parfois, quand je parle à des personnes, je suis un peu sûr de ce que je vais proposer quand même. Après, si demain, je croise Inigo San Milan ou même Martin Buchette ou d'autres, là, peut-être que je vais m'asseoir, je vais ouvrir mon calepin et je vais noter. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est, euh, qui est très performant là-dedans, dans ce domaine-là. Euh, et c'est vrai que je différencie un petit peu, c'est peut-être une erreur moi-même, là. Je regarde souvent la personne avec qui je parle et en fonction de cela, je vais voir un angle où je vais être plus directif ou un angle où je sais que je peux en tirer une connaissance pour moi-même. J'ai la chance dans mon staff d'avoir Virgile qui fait une thèse avec la faculté de Poitiers, avec Monsieur Laurent Bosquet. Je dis bien monsieur parce que c'est le genre de personne quand vous croisez, euh, il faut capter les idées qu'il vous amène. Parce que vous avez beau vous-même avoir réfléchi à une idée pendant longtemps, un coup de téléphone en 5 minutes, déjà, votre idée s'est faite améliorer de deux, trois petits points qui sont primordiaux, que vous avez Mm. zappés. Et là, dans ces moments, pour moi, c'est assez facile. J'ai aucun problème à noter et à me mettre dans la roue de ce genre de personnes qui pour moi, sont un niveau d'expertise plus élevé que moi et qui sont un modèle, pas que depuis qu'on travaille sur la thèse, quelqu'un avec qui j'avais publié un article très modeste et que j'avais vu comme enseignant à la faculté de Bordeaux et où j'avais rapidement, ce genre de personnes, je vois rapidement que tout ce qui touche, ça devient un petit peu de l'or. Alors j'espère qu'il nous en gardera un peu. Mais rapidement, les idées qui s'enchaînent sont souvent très très bonnes et vont souvent dans la bonne direction. Et j'ai aucun problème à aller dans les. Je pense que le troisième conseil, ça serait n'ayez aucun problème à laisser votre ego de côté quand vous croisez des personnes qu'il faut détecter, qui vous semblent pour vous être vraiment des personnes évoluées dans le secteur dans lequel vous travaillez. Et n'hésitez pas à vous mettre dans la roue de leurs idées, pas de les appliquer directement, de vous les mettre et de pouvoir vous les benchmarker avec vos propres idées qui vont vous faire progresser. Ouais, je pense que c'est des super points de conseil pour les jeunes prépas qui veulent évoluer. Loïc, merci énormément d'avoir pris du temps, de ton temps perso pour échanger sur le podcast et pour partager toutes ces connaissances que tu as acquises sur ta carrière. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me suivre, mais le problème, c'est que je suis très peu actif. J'ai un Instagram qui s'appelle Préab Rugby, que je poste rien. Je poste plus rien parce que j'ai essayé, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte que je passais plus de temps à filmer mes joueurs que les entraîner. Donc, quand le jour au lendemain, j'ai arrêté. Donc, ils peuvent me voir là-dessus. J'ai un Twitter aussi. Mon Twitter, je ne sais même plus comment il s'appelle. Tu vois, ça, c'est bien beau. Je vais regarder. Twitter, je rate souvent et je réponds. Même Instagram, des gens qui m'écrivent, je réponds. Je réponds avec là où je peux aider à répondre. J'hésite pas. 5-6 fois par an, je fais même des mini-vidéos à des personnes qui me demandent si elles ont un sujet. Hmm. Pas la vidéo de base, mais si j'ai un sujet où je peux un peu amener quelque chose. Mhm. J'en fais pas plus de 5-6 parce que j'ai pas le temps, mais ça m'arrive d'en faire. Si moi, j'envoie des mails à des chercheurs pour qu'ils m'aident sur des choses alors qu'ils n'ont aucun intérêt financier personnel à m'aider et que personne ne sait qu'ils m'ont aidé, ben, je me dois derrière de faire tourner la roue et de faire pareil. Mon Twitter, c'est LLOUIT Sport. Voilà. Donc, si quelqu'un m'écrit là-dessus, je réponds.
Parfois, je mets un petit peu de temps. J'essaie de répondre à tous les CV, tous les lettres de motivation de toutes les personnes qui me contactent sur LinkedIn pour des stages et autres, c'est qui sont très limités chez nous. Mm. Je m'excuse si j'en ai oublié certains, mais je réponds. Je ne sais plus combien il y en a, 100 ou 200 par an. Je ne sais plus Mm. combien il y en a. Mais j'essaie de répondre à tout le monde. Euh, par respect, parce que c'est pas parce qu'on est en top 14 qu'on ne doit pas parler aux personnes qui sont en formation, parce que j'ai été en formation. Il y a des gens qui m'ont répondu. Et puis peut-être que dans 5 ans, les personnes à qui je ne réponds pas, c'est eux qui sont en top 14 et c'est moi qui enverrai un CV. Donc il faut que je fasse attention aussi quand même. Non, je rigole, mais la roue tourne plus vite d'un sens que de l'autre. Mm. J'espère profondément qu'en gardant un rythme de travail élevé, en pouvant continuer à travailler avec des personnes euh, enrichissantes autour de moi, entraîneurs, kinés, docteurs, prépa, dirigeants, parce que ils sont dans des secteurs différents, mais ils sont très intéressants dans leur approche du management et de gestion de projet. Mhm. J'espère que ça me permettra de tenir encore quelques années quand même. Donc, Super. il m'en reste En un tout peu, cas, il m'en reste un peu quand même. ah, il t'en reste. Ah, t'es pas si vieux que ça, Loïc. Pas si vieux que ça. T'es plus vieux que moi, peut-être, c'est pour ça que tu dis ça. Oh, arrête. Non, non, moi, je suis un petit enfant. J'ai 3 poils au menton. En tout cas, dans ma tête, je suis un petit enfant et je vais essayer de le rester longtemps. Loïc, merci beaucoup Ouais, pour tout ça, pour le partage et pour tous ces conseils que tu as donnés. Et hâte de faire un petit check avec toi d'ici peut-être quelques mois ou même quelques années. Je pense que ce ne ok. sera pas le dernier podcast en tout cas. Merci beaucoup. Je te remercie en tout cas. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose 2 options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.